C'est quoi l'odeur qui te rappelle l'adolescence? L'herbe coupée dans la pelouse de mes parents, la tondeuse. C'est ce truc où je me souviens de cette odeur et chaque fois que je le sens, ça me rappelle parce que c'était le terrain, mon père me faisait tondre le terrain et après il fallait ramasser l'herbe parce qu'à l'époque il n'y avait pas de panier aux tondeuses, donc après il fallait ramasser l'herbe qui poussait, il fallait porter au fumier. Donc je me souviens de cette odeur, tu vois. Avec le râteau. Comment ça va, Jean-Philippe Janssen? Bien, Valérie Damido. Tu sais qu'ici, on demande à nos invités de replonger dans la décennie de leur choix. Oui, la décennie de leur choix. Et la mienne, c'était quoi, 90? Oh bah toi, 90, ouais, évidemment. Oui, bah c'était en pleine fleur de l'âge, je découvrais la vie, j'étais un ado survolté, voilà, le monde me tendait les bras. T'as 20 ans dans les années 90, et c'est surtout la décennie où t'es devenu steward. Ah oui, est-ce que c'est un événement, je ne sais pas, mais c'est la décennie qui m'a vu naître dans le ciel. Dans le ciel, ouais. Avant de devenir, t'es devenu steward en 95. Donc avant, tu faisais quoi avant 95? T'avais pas décidé? Oh, j'avais une vie très fade, je ne savais pas ce que c'était le ciel, et j'ai découvert le ciel en montant par hasard dans un avion. Le machin, il est parti en l'air comme ça, et je dis mais on va, et j'ai vu que c'était le ciel, je n'avais jamais remarqué ça avant. Mais est-ce que tu te souviens de ton premier vol comme steward? Ah oui, c'était une épreuve parce que mon premier vol en tant que steward, j'étais dans une petite compagnie qui s'appelait Air Littoral, qui n'était pas Air France. Et donc j'étais tout seul avec mes 50 passagers parce que c'est la règle dans l'aérien. C'est seul avec 50 passagers. Donc j'étais tout seul dans un avion de 50 passagers avec les passagers et je devais leur faire croire que je maîtrisais mon environnement alors que pas du tout. Et que je savais pas encore où j'avais la formation théorique mais la pratique, je découvrais un peu le terrain. Et donc les gens voyaient, j'avais des grosses suées parce qu'en plus le vol allait vite et il fallait servir les plateaux et faire la sécurité. Et donc je me suis senti un peu seul. Donc j'ai des souvenirs où j'ai eu des frayeurs en me disant est-ce que tu vas réussir à fermer la porte de l'avion? Est-ce qu'elle est bien fermée? J'ai dû vérifier 5 fois si elle était bien fermée. Est-ce que t'as armé le toboggan? Oui, t'as bien armé le toboggan. Tu vois, c'est que des trucs comme ça où t'es un peu névrosé, t'as plein de tocs. C'était très bizarre. Est-ce qu'on avait encore le droit de fumer en 95 en avion? C'était la fin. Mais moi j'ai connu les hôtesses, la clope au bec en train de servir le petit déjeuner en disant je vous remets du café. Oui, ça arrive. On se demande, même dans les trains, enfin tu te demandes comment, c'était un autre monde, mais comment on a supporté ça en fait. Alors qu'est-ce qu'on servait à bord? Qu'est-ce que tu servais? Du champagne, du Canada Dry, de l'Orangina? Qu'est-ce qu'on sert dans les années 90? Alors sur les vols d'Air Littoral, quand j'ai commencé, c'était une compagnie aérienne, c'était des vols France et puis un peu Europe, mais du coup c'était le même service pour tous les avions, c'était un petit plateau avec un petit sandwich, une cacahuète, une petite boisson, enfin quelque chose juste pour faire beau, hein, oui. C'est pour dire qu'on a servi quelque chose, mais bref. Et après quand je suis rentré à Air France, je passais sur long courrier. Sur long courrier, non, tu sers des repas. Et puis, c'est long que t'es en première, en business ou derrière, avec les pauvres, tu sers pas la même chose. J'ai voyagé dans beaucoup de compagnies et je crois que je suis resté très corporate, mais je crois qu'Air France, on s'en sort bien quand même. Alors déjà, tu t'entraînais sur les punchlines ou est-ce que t'as toujours été comme ça, extravagant? Et déjà sur Air France, Air Littoral, t'étais comme ça, tu cherchais les vannes, t'étais hyper... non, je cherchais pas les vannes, mais il fallait savoir quoi répondre aux gens tout de suite. Parce qu'en plus, il y a les gens, ils sont exigeants, ou t'as des gens qui vont faire un scandale. Donc il faut avoir, ça m'a développé la répartie. C'est-à-dire que il faut, après t'as des tiroirs sûrement avec des réponses parce qu'on te demande toujours plus ou moins la même chose dans les avions. Mais il y a des trucs où après t'apprends la psychologie des gens et machin. Donc je pense que c'est l'avion qui m'a développé la répartie. Et après faire rire, j'avais envie de faire rire et donc je savais que je captais l'attention. Mais avoir la répartie suffisante pour trouver le timing pour faire rire, c'est les avions qui ont aiguisé ça, ouais. Puis gérer les gens chiants, parce qu'il y en a des gens chiants sur les vols. Oui, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il suffit qu'il y en ait un sur 400 et il va te pourrir tout le vol. Alors comme tu as été steward, évidemment on n'a pas renoncé au plaisir de te refaire faire les consignes de sécurité dans un avion. Évidemment, version Jean-Philippe, voilà. Donc tu vas devoir mimer sur une petite annonce que tu vas entendre. Attention, on monte dans Air Janssen. Oh, tu peux te le... Face aux passagers. Mesdames et messieurs, bonjour. Le commandant de bord et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord. Nous vous rappelons que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire lorsque le signal lumineux est allumé. Nous vous recommandons de la garder attachée pendant toute la durée du vol. En cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont automatiquement. Tirez sur un masque pour le placer sur votre visage, puis respirez normalement. Les issues de secours sont situées à l'avant, au centre et à l'arrière de l'appareil. Merci de repérer la sortie la plus proche de vous.
Ah, ça j'adore les consignes de sécurité. Mais en fait, c'est qu'au début que tu le fais sur moyen courrier, mais après quand tu passes sur long courrier, t'as même plus à le faire, c'est des vidéos, tu vois. Bah ah oui, carrément. Ouais. Avec des jolis clips et des belles hôtesses, des beaux stewards qui font les démonstrations. Ah ouais. Mais de toute façon, au début, j'étais très impressionné par ça, mais finalement, les gens n'en ont rien à foutre, ils ne regardent même pas, tu vois. Donc, Ils s'en foutent. ils s'en foutent complet. Alors que c'est sympa ces petits gestes comme ça, merde. Oui, ça développe une certaine grâce. Alors, t'es né en 73, on l'a dit, donc t'es quand même un grand enfant de la télévision. Ouais. T'as grandi à Maubeuge. Ouais. Alors, comment ça se passait, par exemple, le soir ou le week-end? Est-ce que tu regardais avec papa, maman, avec tes frères et sœurs? Comment ça se passait? Alors, c'était frères et sœurs, papa, maman et mes grands-parents. Enfin, je me suis dit, mes grands-parents en 90, je les avais plus. Mais à 20 ans, si tu parles de cette décennie-là... Oui, même quand tu étais un peu plus jeune. Est-ce que la télé, c'était un rendez-vous familial? Oui, c'était une obligation. C'est la première chose que tu faisais en rentrant à la maison, c'était allumer la télé. C'était une présence, elle marchait tout le temps, la télé. Moi, je me souviens, je rentrais de l'école vite, on prenait le bus parce qu'il fallait voir Santa Barbara. Il y avait le mini-journal de Patrice Devé et après, il y avait Santa Barbara. Santa Barbara. Channing Capwell, Eden Capwell, Lilo Cridge. Non, j'adorais les rivalités, tout ça. Ça me faisait rêver. Avec maman, tu regardais ça parce que maman, elle devait aimer Santa Barbara. Non, ma mère, elle travaillait, mais moi, je regardais ça avec ma sœur. Et le week-end, on regardait Dallas avec mes grands-parents. C'était qui ton personnage préféré dans Dallas? C'était Bobby. Bobby. Oh, moi, j'aurais couché avec Bobby. Oui. Et après, quand il a fait l'homme de l'Atlantide, je me mets avec ses pieds palmés, je le prends, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec toi. On a les mêmes goûts, je suis d'accord avec j'aurais toi. voulu être Pamela. Moi je te jure. aussi. Je me sentais un petit peu Pamela, moi. Ouais, t'étais très Pamela. Ouais. Et en vieillissant, je suis devenu Sue, il a une... Enfin, Sue Ellen, elle se tapait pas Bobby, hein, mais bon. Ouais, mais... Alors, est-ce que il paraît que tu regardais Ça se discute. Ouais. C'était la grande période des nouveaux talk-shows comme ça. C'était Jean-Luc Delarue qui était précurseur. Et donc, c'était des vrais débats et des vrais gens et des vrais reportages sur la vraie vie et sur les vrais gens. Donc, ça me parlait beaucoup. Ouais, j'adorais Ça se discute. Ouais. Mais tout le monde regardait. C'est un phénomène quand même, Ça se discute au début quand c'est sorti. Parce moi, je regardais. que c'était un nouveau format de télé qui n'existait pas et c'était une nouvelle tonalité. Et donc, c'était un peu voyeuriste aussi. Tu rentrais dans la vie des gens et sur des problèmes bien particuliers, sur cas des névroses ou des... Enfin, c'était pas... mais j'adorais, ouais. Et puis, il y avait du débat, oui. Tu regardais aussi, il paraît, Une nounou d'enfer. Il paraît que tu as vu le dernier épisode dans des conditions incroyables. Tu peux nous raconter? Des conditions incroyables. Tu sais, ces conditions incroyables, ce ne sont que ma vie, mais conditions incroyables. En fait, Nounou d'enfer, oui, j'aimais bien. Et j'étais steward. Et la dernière de Nounou d'enfer était diffusée sur un écran géant à San Francisco, dans le quartier gay. Et donc, il y avait tous les PD de la Terre qui étaient là, habillés en Village People partout, et on regardait Fran Drescher pour la dernière du Nounou d'enfer. Alors franchement, c'était une belle soirée. Oui, Fran, notre idole, à tous. Ouais. Franchement. Donc, et aujourd'hui, en plus que je côtoie, comment elle s'appelle? J'oublie son nom, mais celle qui la double, Marie Vincent. Voilà, tu vas avec Marie Fran. Vincent, ouais. Mais alors, tu regardais aussi New York, Unité spéciale? Encore aujourd'hui. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Ah ouais, c'est, je sais pas, c'est une façon de faire. J'adore cette série parce que, et puis j'adore Mariska Hargitay, qui est la fille de Jan Manson quand même. Voilà, donc et je la trouve très belle. C'est la femme que j'aurais voulu être, je crois. La femme flic qui domine le monde, qui sait exactement, qui sait anticiper, qui sait comment ils se portent les prédateurs. J'aurais été, non. Et je trouve que elle est bien cette série. Et elle a pas pris une ride. Plus jeune, est-ce que tu regardais des séries avec ta maman? Il y avait les Fraggle Rock. Entrez dans la danse, les ennuis n'ont pas de chance, la musique commence, ça c'est Fraggle Rock.
Tu te souviens des Fraggle Rock? Les Fraggle Rock. C'était mais avant oui. Bénil. Ah, Je sais mais pas quoi. oui, les Fraggle Rock. Donc c'était le dimanche soir, mais il n'y avait pas vraiment de... Les séries, c'était des Dallas et c'était des épisodes ou des feuilletons, comme dirait ma grand-mère. Bah ouais. Avec ma mère aime bien regarder la télé. Ma mère qui a tendance à leur bon point et qui aime bien la bouffe, elle aimait bien qu'on regarde la télé ensemble. Elle prenait un paquet de Prince, les gâteaux, et un grand verre de... Enfin, un verre de lait. Un verre de lait chez ma mère, c'était un vase. Hein. Elle remplissait et puis elle disait, viens, on mange des biscuits, on regarde la télé. Et moi, j'avais pas faim, mais... Pour se rassurer, elle me force à manger. Je dis, mon propre biscuit. Donc je me souviens d'avoir trempé des Princes dans le lait en regardant la télé parce que ça faisait plaisir à ma mère. Alors évidemment, il y avait aussi l'émission Froufrou. Ah oui, Christine Bravo. Ça c'est pareil, c'était une nouvelle tonalité. C'était les femmes à la télé, les femmes prenaient le pouvoir. On parlait de beauté, de sujets de société avec la sensibilité féminine. Forcément, un homo comme moi qui se découvre, ça plaît. C'était une tonalité dans laquelle je me retrouvais avec la grande gueule de Christine Bravo. Et c'est marrant parce que tous les gens que j'ai adorés dans mon enfance, je les côtoie aujourd'hui. Je trouve que c'est marrant pour moi, il y a la boucle est bouclée. Tu as rencontré Christine Bravo, vous êtes devenus même très amis. La première fois que tu l'as vue, est-ce que tu étais impressionné? Tu lui as dit que tu la regardais beaucoup à la télé? Je te demande, hein. J'étais très très impressionné. Non, j'étais très impressionné parce que la première fois que je les vois, c'était dans les loges des grosses têtes. Et c'était pour mes premières grosses têtes, ma première émission. Et quand je suis arrivé, il y avait que des gens qui m'impressionnaient. Et moi, j'arrivais de nulle part. Il y avait Pierre Bénichou, il y avait Christine Bravo, il y avait Bernard Mabie, Ariel Dombal et Laurent Ruquier n'était pas encore arrivé. Et Christine Bravo, elle m'a vu, elle fait, vous êtes qui vous? Avec sa gouaille. Ah bah oui, avec son... Et je dis, je suis Jean-Philippe Janssen. J'ai failli prendre des cafés et le servir à tout le monde. Je te jure. Et c'est Laurent Ruquier qui est arrivé, qui a dit, mais c'est Jean-Philippe, il vient faire un essai, faites-lui un bon accueil. Et elle a eu cette phrase incroyable, elle m'a dit, défonce-moi la gueule. Elle m'a dit, défonce-moi la gueule, moi j'ai l'habitude, toi ça va t'aider. Et donc j'ai pu me poser sur elle toute l'émission pour la charrier et pour avoir une aisance que j'aurais pas eu si elle m'avait pas dit ça, je crois. J'adore Christine. Alors d'ailleurs, elle a un petit message pour toi. Coucou, alors d'abord, je tiens à dire une aisance que j'aurais pas eu si elle m'avait pas dit ça, je crois. J'adore Christine. Alors d'ailleurs, elle a un petit message pour toi. Parce que c'est un homme d'une gentillesse, d'une générosité incroyable. C'est probablement même le gars le plus pur que j'ai rencontré dans toute ma vie professionnelle. Il se plie en 4 pour un ami, mais il est un peu pipoteur. Exemple, un jour il avait un amoureux, je lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton amoureux? Et il me répond, il est décorateur d'intérieur. Quelques temps plus tard, je rencontre l'amoureux en question et je lui demande qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et là, il me répond. Qu'est-ce qu'il me répond, Jean-Philippe? Qu'est-ce qu'il a répondu, l'amoureux en question? Alors là, c'est quoi cette histoire? Est-ce que j'ai eu un amoureux décorateur d'intérieur? Je ne sais pas, moi. Et qu'est-ce qu'il aurait répondu, l'amoureux? Tu veux savoir? Bah oui. Réponse donc de l'amoureux à ma question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis vendeur chez Jiffy. Alors oui, on peut dire que c'est un décorateur d'intérieur. Ah oui, ça y est, je me souviens de qui c'est, oui. Mais c'est lui qui tenait à ce qu'on dise ça de lui, qu'il était décorateur d'intérieur, parce qu'il était au rayon décoration de chez Jiffy. Qu'est-ce que j'y peux? La décoration, c'est la décoration, vous savez. Il n'y a pas de classe sociale pour la décoration. Je suis d'accord, monsieur. Ça peut être aussi bien la Roche-Beaubois que Jiffy. Voilà. Je suis d'accord. Et quand on est chef du rayon décoration, on est quelque part un peu décorateur. Donc il n'avait pas tort, même. Après, je ne voulais pas forcément coller Jiffy à son métier, mais oui, écoute, c'est quand même... Moi, j'avais embelli le truc, on dit oui, décorateur. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que tu as grandi à Maubeuge et après tu as déménagé, mais quand on est ado en province dans ces années-là, quand tu as commencé à découvrir que tu aimais plus les garçons que les filles, ça s'est passé comment? Est-ce que ça s'est passé sympa? Ça s'est passé comment? Non, mais recontextualise et puis tu découvres pas, je pense que je l'ai toujours su, j'ai des images de moi j'étais pas pubère, que je savais déjà que j'étais différent, alors que je savais même pas ce que c'était la sexualité, mais je savais déjà que les filles ça m'attirait pas, donc t'as 7 ans, mais tu comprends vite que c'est pas, tu pourras pas en parler, qu'il faudra le cacher, que ça sera pas accepté, parce que la société ne le veut pas à ce moment-là. Je me souviens avoir 8 ou 9 ans et voir un documentaire sur l'homosexualité à la télé où c'était traité comme une maladie. Ah bah oui. Donc tu comprends bien que l'opinion publique à ce moment-là n'est pas du tout favorable à ça, et qu'au contraire on te lapide si
dans les campagnes, hein, en tout cas, à l'époque. Et en plus, moi, avec un père très patriarcal, donc je sais que ce truc est à cacher, que c'est clandestin. Je sais que je vis un truc, que j'ai des pensées qui sont pas bonnes. Donc tu tortures pas l'esprit, tu sais que t'es différent, mais tu sais que tu ne pourras pas le vivre ici. Mais tu l'as quand même dit à ta maman, ou c'est ta maman qui t'en a parlé? Mais bien plus tard. Je l'ai dit quand je savais que je partais. Oui, voilà. Parce que... En fait, tu fais jamais ton coming out pour rien. Tu fais ton coming out parce que tu as rencontré quelqu'un et que tu es amoureux et que là, tu as envie de le crier sur tous les toits. Sinon, tu n'as aucune raison de le faire avant de rencontrer quelqu'un. Donc, quand j'ai rencontré quelqu'un, que j'étais sûr d'avoir rencontré quelqu'un et que je savais que je partais à 1000 km pour vivre ma vie, je l'ai dit. Et elle a réagi comment, ta maman? On peut pas dire qu'on réagit bien à ça, c'est une déception. À l'époque, c'est une déception. Ça l'est peut-être plus aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à l'époque, ma mère, sa première phrase, c'est « Mon Dieu, elle avait une petite larme à l'œil, elle m'a dit « Je pleure pas parce que t'es homo, je pleure parce que je serai pas grand-mère et que ça va pas te faciliter la vie. » Parce qu'elle, elle s'inquiétait de ce que la société allait me réserver en étant gay, que ça me mettait des bâtons dans la roue. Donc c'était plutôt bienveillant. Et elle m'a dit « On dit rien, ton père, maintenant. Je fais le tampon, laisse-moi faire le tampon. » Bravo, tampon, hein, quand tu vois ma mère. Mais... parce qu'en plus moi j'avais une sœur lesbienne qui l'avait dit quelques temps avant, donc là ma mère elle dit oh non, ça recommence. Mais ta sœur, quand elle l'a dit à ta mère et ton père. Ouais. Et comment ils étaient déjà prêts à prendre? Non. Ah non. Bah non, c'est pas parce que t'en as eu un que t'es prêt à avoir un deuxième. Déjà quand t'as accusé le coup du premier puis qu'il y en a un derrière, il t'en met un coup derrière, on dit moi aussi. Non. Et on aurait pu penser que qu'elle ait fait son coming out avant le mien, ça m'ait aidé. Non, ça m'a compliqué la vie parce que en plus j'avais une appréhension parce que j'avais vu comment ils avaient mal réagi pour ma sœur et je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être quand ça va être moi. Donc c'est pour ça que je l'ai pas dit, j'aurais pu le dire bien avant et je l'ai dit vraiment en deadline quand j'étais sûr que je partais ailleurs. Il y a eu quelques années difficiles, hein, mon père il l'acceptait pas et puis après ça s'est tassé à la mort de mon frère en fait, parce que quand t'as un enfant qui meurt tu relativises et tu dis PD c'est pas grand chose, il nous en reste 3, on va essayer de les garder. Oui, c'est-à-dire que la mort d'un enfant c'est plus grave que... C'est un drame dans une famille, c'est une catastrophe et ça change tout change en 5 minutes et ma famille n'a plus jamais été la même depuis ce jour-là. Ouais. Alors on va parler de trucs beaucoup plus drôles. Parce que les années 90, pour toi, c'est le moment aussi où tu as passé ton permis de conduire. Ah ouais, non. Oui, j'étais dans le sud et je voulais passer mon permis de conduire, je voulais l'avoir assez vite. Donc j'avais pris la formule la plus chère où j'étais censé l'avoir en 2 mois. Je l'ai eu en 2 ans parce que je l'ai passé 5 fois. Moi, j'arrive au volant, j'étais impressionné. Et du coup, je faisais toutes les boulettes, je fais pas faire. Après, il y a un truc. Effectivement, j'ai fait des boulettes et j'ai calé sur un rond-point. Ok, d'accord. Il y avait un camion qui arrivait. Ok, d'accord. Bon, mais quand t'es avec l'inspecteur qui est à côté de toi, quand même, tu fais confiance aux indications qu'il te donne. Parce que, voilà. Et bien sûr que s'il n'était pas là, je serais 2 fois plus vigilant parce qu'il n'y a personne à côté de moi qui me donne des indications. Mais là, il me dit, oui, tourne à gauche, tourne à droite, il tourne à gauche. Et puis là, après, il fait, tourne à droite. Et je tourne à droite, il fait, sens interdit, Et je dis, mais espèce de gros con. Je dis, mais c'est débile de faire ça. Donc voilà. Donc, il y avait une bonne relation entre vous deux, je crois. Elle t'aimait bien. Mais parce que à l'époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il donne plus le papier rose, parce qu'à mon avis, il y a trop de problèmes. Mais à l'époque, moi, j'ai eu le même pendant 5 fois. Et donc, il y avait une espèce d'animosité qui s'était mise en place, où l'autre, il me voyait arriver, il me plombait déjà, en disant, qu'est-ce qu'il va encore faire comme connerie, tu vois. Donc, il m'a pas donné confiance. Mais bon, j'ai fini par avoir le permis, et puis finalement, donc, j'ai bien les bases, hein. On va voir des images du code de la route. Attention, tu vas répondre. Dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? J'enlève la barrière, je patiente, je klaxonne. Je n'aurais pas dû me retrouver ici. J'aurais pas dû me retrouver ici. Si c'est marqué route barrée, ça veut dire que c'était indiqué bien en amont, effectivement, et que je me suis introduit dans la mauvaise voie. Voilà, que tu as voulu faire le malin. Voilà, c'est pas mal. Alors, dans cette situation, j'accélère, je klaxonne, je patiente. Je patiente. Bon, moi, je klaxonne, je te le dis tout de suite. Ah, mais parce que toi, t'es une acharnée. Mais non, moi, je suis philosophe et je dis, bon, ça sert à rien, tu peux klaxonner autant que tu vas rajouter du bruit au bruit, mais il en a rien à foutre que tu klaxonnes. Elles sont simples, hein, tes questions, quand même. T'as vu? Écoute. C'est du bon sens. Ah, un petit poney. Regarde, un petit poney. Alors, je m'arrête, je conduis le poney, je fais demi-tour ou je klaxonne? Moi, je conduis le poney. Oui, évidemment. Je sors de la voiture et je conduis le poney. Évidemment, bonne réponse. Je vais même le coiffer, je lui fais des tresses. Ah oui. Il est trop mignon. Ah, il est tout mignon, oui. Oui. Puis il est sur le passage piéton et tout, quand même. Ah, oui, c'est un beau poney. Hein. Oui, on le prend, on est d'accord. Moi, je lâche la voiture aussi. Alors là, tu fais quoi? Tu suis le vélo, tu klaxonnes, tu pousses le vélo, tu tournes à gauche. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que je tourne à gauche, là.
Le tout vélo, ça commence à me gonfler. je te Oui, jure. bon. Oh là là, Oui. ça. Tu fais du vélo à Paris ou pas? Non, j'ai peur des gens. T'as Mais peur des gens? J'ai peur des gens parce que personne n'en a rien à foutre des deux roues et les vélos, je les trouve très agressifs. T'as une voiture à Paris? Non, la première chose que j'ai fait en montant à Paris, c'est vendre ma voiture. T'avais J'ai- quoi comme voiture? J'avais une Citroën C3 aussi, je crois, à Oh. Montpellier. Je l'ai revendue et je me suis dit à Paris, j'aurais pas besoin de voiture. Donc il y avait les transports en commun, machin. Ouais. À condition d'habiter Paris intramuros, sinon c'est un peu le bordel. Mais depuis que je suis à Paris, j'ai jamais plus de voiture et ça ne me manque pas. Je crois que c'est une source de stress, d'argent. Ah ouais, d'argent, là. Alors, faut trouver un garage. Et tous les copains que j'ai qui ont une voiture et quand ils viennent me voir à Paris, je les vois tourner pendant une demi-heure pour trouver une place. Ils finissent par péter un plomb en disant oh tu fais chier, je rentre chez moi parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, donc non, pas de voiture, non, pas de voiture. Bah oui, mais quand t'étais jeune, en 90, Ah oui, j'étais bien content d'avoir une voiture. bah sinon tu vas pas en bois, tu vas nulle part, hein, donc... Moi, j'avais une mère qui était cool parce que elle nous emmenait. Elle venait nous rechercher Non. à 4h du matin. Ouais. Ta mère, Ouais. tu l'appelais à 4h en lui disant je Non, viens. on se mettait d'accord avant. Elle dit bon, à 4h du matin, je vais vous chercher. Elle mettait les réveils, elle venait nous chercher. Non, c'était une bonne maman. Hein. Ah ouais, Elle nous ramenait, tout. Non. Et c'était. c'est hyper gentil. J'ai des parents formidables. Hein. Ma mère, surtout, elle mettait en place des trucs. Elle voulait quand même qu'on fasse la vie, mais elle dit bon, ton père est pas d'accord, à condition que je vienne vous... Donc elle venait nous chercher. Non, c'était incroyable. Ouais. Elle était loin, la discothèque? Ah bah oui, c'était à la frontière belge, il y avait une vingtaine de kilomètres. Mais c'est surtout se lever à 4h du matin pour venir nous chercher. Je pense que c'est une vraie démarche, quoi. Tu vois. Bah, c'est de l'amour, hein, ça s'appelle l'amour. Hein. Comme de l'amour que tu as pour les crocodiles. Ah, j'adore ça. Tu as déjà défoncé la moitié du pot. Ah ouais. Il nous laissait même la maison une fois par an, le jour de notre anniversaire, pour qu'on fasse des soirées. Ils partaient, ils allaient chez des amis, et on avait la maison jusqu'au lendemain. Et donc, c'est pour dire gage de confiance énorme. Bah, double médaille pour les parents. Hein. Ah ouais, Merci, oui. les gens saines. Hein. Alors, on parle de discothèque, on va parler de musique, de chansons. Tes chansons à toi, c'est hyper important. T'adores la musique, on est bien d'accord. Ouais. Toi, ta génération, c'est France Gall, Véronique Sanson, Michel Berger. Ouais, j'étais beaucoup variété française. Après, il y a les blockbusters qui sont arrivés à ce moment-là, Michael Jackson, Madonna, et voilà, donc j'étais très à l'écoute de ça. Mais les U2, tu vois, les gros trucs établis, les Dire Straits. Mais après, la variété française, j'adore les textes. Et par exemple, Véronique Sanson, elle a bercé toutes mes ruptures. Donc je l'ai souvent écouté, Véronique Sanson. Je connais tout Véronique Sanson parce que à chaque fois que j'allais pas bien, c'était Véronique Sanson. Là, il paraît que t'adorais écouter Véronique Sanson pour pleurer, genre amoureuse et tout ça, là. Une nuit sur ton épaule. Bah oui. Ah non, c'est ça. Oui, Véronique Sanson pour pleurer, genre amoureuse et tout ça, là. Une nuit sur ton épaule. Bah oui. Ah non, c'est ça. Je suis loin de lui. Je n'ai plus vraiment. T'adores Michel Berger aussi. Il y a des chansons de Michel Berger que t'adores. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Genre Vivre, il paraît que t'adores. J'adore cette chanson, ouais. Pourquoi cette chanson en particulier? Écoute les paroles, il te dit à quel point c'est important de profiter de ce que tu as au moment où tu l'as, parce que et quand tu sais le destin qu'ont eu ces gens-là, tu te dis, ils avaient la vérité quand même, tu vois, donc, et c'est oui. des chansons qui n'ont pas pris une ride. On est obligé de parler de Madonna. Oui. Ah, Madonna, une grande histoire entre... Madonna, ce disque Like magnifique. a Prayer, oui. Je crois que j'ai commencé à suivre Madonna dès le début, dès Everybody, avant même Like a Virgin. Et ça me fascinait. Je me souviens, c'était à ma communion, tu vois, quand c'est sorti. Ah ouais. Que j'écoutais Like a Virgin à ma communion. Donc, et à partir de ce moment-là, je suis devenu fan. J'avais tous les posters de Madonna, tout ce qui sortait sur Madonna, j'ai acheté parce qu'on achetait encore les magazines avec les posters en bien taille sûr. réelle, les machins. Donc, toute ma chambre s'est transformée en Madonna et un peu Michael Jackson, mais c'était quand même Madonna prépondérante. Et j'ai été fou de tout ce qu'elle faisait. Je trouvais qu'elle arrivait à se renouveler, à changer de look. Je me souviens du premier concert qu'elle a fait au Parc de Sceaux en France. Tu te souviens? Évidemment. On regardait ça à la télé et moi et mon père qui critiquait parce que mon père qui était pro de Johnny Hallyday, qui comprenait pas ces trucs qui arrivaient des États-Unis, il dit mais elle sait pas chanter, elle chante faux. Et je dis mais tais-toi. Je dis ton Johnny. T'as essayé d'y aller à tous les concerts, presque. Pas les derniers qu'elle a fait. Non, mais les premiers. Ah oui, je les ai fait. Tu les as tous Ouais. faits, on Ouais, est d'accord. J'ai fait tous les Bercy, les machins, quand elle venait à l'époque. J'ai fait le Stade de France aussi, quand elle est venue. Stade de France. Bon, on va faire un karaoké Madonna, alors. On est obligé, je veux dire. Alors attends, on a des perruques, il faut qu'on ressemble à Madonna. Hein. Tu préfères être quoi, toi? Attends, moi je vais faire Madonna. Madonna. C'est ta Madonna du pauvre, c'est la Madonna du camping, toi. Alors attends, comment que ça marche ça? Ah bah, je sais pas. On dirait Mireille Dumas, dis. Eh. C'est comme ça? Oh là. Eh. Mais ça me va bien, moi, je trouve. Eh. Hein.
Ça te va bien, le blond platine? Ouais, je dirais dans Dick Tracy, Madonna dans Dick Tracy. Exactement. Dick Tracy. Ah oui. Oui. Alors, attends, on a les paroles. Attention. Like a virgin. Touch for the very first time. Like a virgin. When your heart beats next to mine. Dans les années 90, tu vis aussi tes premières grandes histoires d'amour. Bah oui, forcément, ça va avec l'âge. Et c'est qui ton premier amoureux? Premier. Mon premier grand amoureux, c'est Pierre. Pierre, et que j'ai rencontré à la fac à Lille. Quand moi, je faisais la fac d'allemand, lui, il était en fac de droit juste en face. Et je travaillais pour payer mes études dans un petit troquet sur le campus qui s'appelait l'Étudiant, où je faisais les sandwichs et je vendais les sandwichs, j'étais serveur en salle. Et lui, il était là aussi. Et il m'a impressionné. Et en plus, il avait une espèce de carapace parce que du coup, il n'y avait pas d'homo exacerbé comme maintenant parce qu'il y avait quand même cette carapace où il fallait être discret là-dessus. Et je sentais qu'il y a un truc, mais j'étais pas sûr. Et puis en plus, il m'a impressionné, je l'admirais. Et puis un jour, il m'a invité à aller boire un verre. On est allé voir un spectacle de Muriel Robin ensemble. Et il m'a ramené chez moi. Et on est monté chez moi. Et puis c'est comme ça. Et on est resté 5 ans ensemble. Belle histoire pour une première histoire, dis. Ouais, un premier beau grand amour. J'ai jamais oublié, ouais. T'as des nouvelles des fois ou pas? Oui, aujourd'hui, il est commissaire de police à Paris. Oh, j'adore. Par contre, il a morflé. Moi, je suis resté belle, mais alors lui, oh là là. C'est vrai que tu es resté jeune. Tu es jeune, tu fais jeune. Ouais, je sais pas, mais on s'était séparés. Enfin, il m'avait largué. Moi, je me fais toujours larguer. Mais non, il m'avait largué et je l'avais surpris au lit avec quelqu'un d'autre dans notre appartement. Ah là, non. Du coup, j'étais vengeresse à l'époque. Du coup, je dis c'est ça. Donc, il était reparti le lendemain travailler et il devait venir chercher ses affaires parce qu'on déménageait du coup parce qu'il y avait plus. Et j'avais découpé toutes ses chemises au ciseau. J'avais replié les chemises sans le dos. Ouais, j'avais fait ça. J'avais fait plein de trucs comme cette saloperie comme ça en disant tu vas morfler. Je vais te pourrir ta vie. Ah ouais. J'étais très blessé. Ouais, c'était mon premier grand amour et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre, ouais. Apparemment, t'as eu quand même des histoires un peu compliquées à chaque fois. Tu dis que tu te fais tout le temps larguer, mais... Non, mais parce que je pense que je le cherche aussi. Je suis attiré par des profils atypiques. Et du coup, avec ce genre de profil, va aussi la dark side. Et puis c'est vrai que j'ai un seuil de tolérance très élevé, où je suis de la génération de mes parents. Mes parents, ça fait 60 ans qu'ils sont mariés. Donc je pense que ça n'a pas été tout droit à leur vie et qu'ils se sont pas quittés au premier je t'emmerde. Donc moi, c'est pareil. Dans mon couple, si j'ai un couple et que j'y crois, et que même si ça va pas, je me dis c'est une passe, il y a peut-être des choses à mettre en place. Moi, je suis un médiateur, hein, mais... Mais voilà, donc j'ai un seuil de tolérance élevé, ce qui fait que je supporte beaucoup de choses et je suis prêt à m'annihiler, voilà. Et ça m'a porté préjudice. Oui, tu t'es fait escroquer, tu t'es fait... Oui. Bah oui, mais parce que tu laisses couler. Oui, mais alors, mais merci à eux parce que ça m'a donné à chaque fois la force du rebond et le rebond fait que je suis devant toi aujourd'hui. Donc merci. Si j'avais pas eu ces merdes, si j'avais pas eu ce temps qui m'a roulé 90 000 € à Montpellier, je serais pas devenu steward. Si j'ai pas devenu steward, je serais pas devenu humoriste. Donc merci, quelque part, c'est une corrélation. C'est ce que tu fais des échecs qui est intéressant. Tu peux baisser les bras et pas avancer, mais oui. Ça m'a donné ce petit truc. Voilà, je sais que moi je passe jamais par la grande porte, c'est toujours par la fenêtre entrouverte. Toute ma vie c'est ça. Je continue à passer par la fenêtre entrouverte, mais je suis là quand même. Après, la notoriété m'a compliqué la vie pour rencontrer des gens un peu. On pourrait croire que ça la facilite. Alors ça la facilite pour baiser. Si tu veux baiser, c'est facile. Mais rencontrer quelqu'un continu, c'est compliqué. Mais à chaque fois que j'ai baissé la garde et que j'y suis allé, je me suis pris une claque dans la gueule. Donc là maintenant, je reste tout seul avec ma chatte à la maison. Regarde, demain nous appartient et c'est ça le bonheur. C'est le bonheur. Elle mange ses croquettes, j'y fais une caresse, je bois une lébigue. On regarde demain nous appartient. Il se passe toujours un truc, c'est incroyable. Je voudrais pas faire le vieux PD qui fait un transfert sur son chat, mais en tout cas, je n'aurais jamais cru qu'un animal puisse prendre autant de place dans ma vie. J'ai toujours été les chats restent à leur place, mais même si j'ai toujours vécu des animaux à la maison, chez mes parents, machin. Mais là, que je la personnifie à ce point-là et puis qu'elle soit aussi importante au point que je l'emmène partout avec moi en tournée, c'est qu'il y a un truc. Il y a une espèce de... En plus, je suis sûr que c'est la réincarnation de quelqu'un que j'ai bien connu. Je la regarde. Oui, ma chatte, c'est la réincarnation de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est dans ma chatte. T'as grandi avec des animaux chez toi, il y avait des animaux. Il y avait 5 chiens, il y avait 4 chats, il y avait des poules, des lapins, des canards, il y avait une chèvre. Oui, il y avait des animaux, j'ai toujours vécu. Voilà, donc c'est normal aussi que t'aies un truc avec les animaux. Oui, mais à ce point-là... Tu lui parles à Duchesse. Oui, mais qu'elle soit aussi centrale dans ma vie, c'est-à-dire qu'elle devienne une priorité par rapport à des gens. Oui, mais c'est parce que c'est ton enfant quelque part.
Ouais, mais je peux pas. Ça, c'est un truc de vieux. Dire, c'est ma fille. Non. Non, mais oui, quelque part, il y a ce truc où elle fait partie de ma famille. C'est ma famille. Et puis, t'es jamais déçu par un animal. Jamais. Tout ce qui, c'est un amour inconditionnel qui te donne. Alors, on va faire un petit un flashback express. Écoute bien, je te fais une question rapide. Tu me donnes ta réponse immédiatement. Ton accessoire des années 90, c'est quoi? C'est les bananes. Et t'as vu, c'est revenu à la mode. Ouais. T'as ressorti tes vieilles bananes ou pas? Non, parce que je trouve ça moche maintenant. Mais c'est horrible. Ouais, c'est pas beau. Mais t'as vu tous les mecs, ils en ont les ici. mecs comme ça. Ouais. T'as vu que Gucci, Saint-Laurent, tout le monde sort des bananes. Ah bah oui, c'est. Je trouve ça fou. Bon, ton bonbon préféré, je crois que. C'est les crocodiles. Ouais, on voit bien. C'était quoi ta boisson du samedi soir? Ah, le Malibu orange ou Passoa, la liqueur de litchi. C'est dégueulasse, hein. Mais tu sais que le Malibu, moi c'était Malibu ananas à l'époque. Ah, Malibu ananas. Mais je boirais ça maintenant, je suis pas sûre que je pourrais tellement c'était sucré ce truc. Ah, mais oui, c'était très sucré. Ah bah je crois que je vomis maintenant. C'est quoi l'odeur qui te rappelle l'adolescence? L'herbe coupée dans la pelouse de mes parents. La tondeuse. Ça sent bon, hein. Ouais, c'est ce truc où je me souviens de cette odeur. Et chaque fois que je le sens, ça me rappelle. Parce que c'était moi, tondre le terrain. Mon père me faisait tondre le terrain. Et après, il fallait ramasser l'herbe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de panier aux tondeuses. Donc après, il fallait ramasser l'herbe qui pourrissait. Il fallait porter au fumier. Donc je me souviens de cette odeur, tu vois. Avec le râteau. Ouais, et faire ça. les tas de râteaux. Ouais. Et hop là. Le vêtement que tu ne quittais jamais. Mon pull Benetton. Benetton. Lequel t'avais, toi? Moi, j'avais le col rond, il était vert amande. Ah ouais, et j'en avais qu'un, parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir plus, ça coûtait très cher à l'époque, mais c'était la mode. Et le seul pull que ma mère, elle a lavé, parce que du coup, depuis ce temps-là, j'ai un traumatisme avec le linge, je ne peux confier mon linge à personne. C'est forcément moi qui vais laver mon linge. Même encore aujourd'hui, jamais. Même au pressing, j'ai pas confiance. Parce que ma mère, le seul pull Benetton que j'avais économisé tout mon été, mon argent de poche, eh ben, elle l'a fait tourner à la machine, elle a fait truc, elle est ressortie comme ça le machin. Et elle n'avait pas eu moyen de m'en racheter un autre. Du coup, depuis ce jour-là, je lave mon linge. En même temps, je comprends parce que les pulls Benetton à l'époque, je me rappelle des pubs. Mais moi, je rêvais la première fois ma mère m'a acheté. C'est marrant que ça soit autant tombé en désuétude. C'est fou. Et que c'était une folie. Mais alors que c'était vraiment. Il y avait les chaussettes Burlington quand moi j'étais petite. Ah oui, les Burlington. Ouais. Voilà, qui coûtaient cher. Ouais. Et les pulls Benetton. Ouais, je trouvais ça trop bien. Alors, c'est quoi le premier moment où tu t'es senti être un adulte? Alors j'étais jeune, mais à la mort de mes grands-parents, j'étais jeune, je rentre en 6e quand mes deux grands-parents sont morts du côté de ma mère, à un mois d'intervalle. Donc je me suis dit, c'est déjà ça, rentrer dans le monde adulte, c'est se confronter à la mort et de perdre les gens qu'on aime. Ouais, parce qu'ils ont fini leur jour chez mes parents et on ne plaçait pas les gens en EHPAD à l'époque. Donc mes parents avaient récupéré, ma mère avait récupéré ses grands-parents à la maison, donc ils ont fini leur vie à la maison. Donc c'était ça, j'étais très attaché à eux. Et après, quand je suis arrivé à Lille à la fac, là, j'étais à 100 km de chez mes parents, j'avais mon appartement, je faisais ma vie. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu commencer à vivre ma vie d'homo, parce que quand j'ai rencontré Pierre à la fac, on a vécu ensemble assez vite dans un appartement à Lille, mais quoi de plus évident que deux étudiants qui vivaient ensemble, donc c'était facile. Tu vois, par contre, quand les parents venaient, c'était le théâtre, hein, il y avait chacun son lit, machin. Donc, mais du coup, je me suis dit, c'était ça, quand la clandestinité de ma vie, mais que j'arrivais à vivre quand même. En plus, quand tu arrives à Lille, l'anonymat est relatif. Tu peux vivre, être homosexuel, t'es pas regardé comme dans ton village, machin. Donc là, j'ai dit, c'était un élan de liberté, ouais, c'était ça la vie d'adulte. Ouais. T'allais où en vacances quand t'étais jeune avec tes parents? À Saintes. Et alors, tu faisais quoi pendant tes vacances? Ah, j'adorais, moi. Dans les arènes de Saintes, on allait à la mer, à Saint-Georges-de-Didonne, à Royan. Oui. C'était des bonnes années. On écoutait Michel Sardou, à Folie Connemara, ça venait de sortir. On avait une déesse blanche. Moi aussi, c'était la fête. On était frères, sœurs, machin. On allait chercher les vipères ou les orvets, les machins. Non, c'était des belles vacances à chaque fois, ouais. Mais d'ailleurs, t'es toujours resté amoureux de la Charente. J'ai un lien qui m'attire vers la Charente et je m'y sens bien. Par exemple, Angoulême, c'est le seul endroit, j'en vois des endroits quand tu fais une tournée en France, c'est le seul endroit où j'envisagerais d'acheter un appartement pour en villégiature, enfin pour résidence secondaire. Parce que je m'y sens bien, parce que j'y ai des amis, parce que les gens sont sympas en plus. Oui, c'est des... Il y a une espèce de truc simple. Est-ce que tu avais une tradition familiale? Un truc que vous faisiez chaque année
À Noël, ma mère, qui est d'origine ukrainienne-polonaise, elle achetait des bougies qu'on allait poser sur les tombes. Les bougies, mais tu sais, les bougies de neuvaine, en fait, Oui. en gros. Et elle brûlait toute la nuit de Noël. C'était une pensée pour tes morts. J'ai gardé ça, cette tradition. Tu fais aussi Ouais, ça? de brûler les bougies pour les gens au moment des fêtes. Ouais. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que évidemment, j'imagine qu'ils sont fiers de toi. Ta maman, elle est fière. Je veux dire. Oui, elle est fière. Oui, elle est fière. Mais elle a toujours été fière de moi. Et elle a toujours cru que j'y arriverais. Aussi bien steward que... Déjà, quand je suis devenu steward, c'était quelque chose. Hein, parce que oui. le petit gars du Nord, pour mes parents, steward, c'est comme si j'avais fait Polytechnique, hein, je te jure. Hein. Ils faisaient quoi comme profession? Ils avaient quoi comme Mon profession? père, il travaillait à l'usine, il était contremaître dans une fabrique de verre qui s'appelle PPG. Il fabrique les vitres pour les TGV et tout ça. Mais il travaillait toutes les nuits à l'usine, près des fours. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi abîmé aujourd'hui avec la silice, les poumons, enfin bref. Ouais. Et ma mère était couturière. Donc, elle travaillait chez Singer, elle était directrice, elle a fini directrice à Singer, mais elle faisait la couture pour les gens, ma mère. Après, oui. elle a tout fait. Elle a fait des réunions du perroir, des produits maison verte, des maquillages Oriège, des trucs Avon. Alors, j'ai tout fait avec elle. Bah oui, mais du coup, effectivement, déjà, steward, pour eux, c'est un truc chouette. Ouais. Mais la première fois où tu lui as dit, maman, je vais jouer sur scène, ça y est, je suis une vedette. Oui, ben elle était contente parce que elle faisait du théâtre dans le club du village, à la salle des fêtes, un truc très très amateur. Mais du coup, elle aimait ça et je crois que c'est elle qui m'a transmis ça. Donc quand elle a su que moi je montais sur scène, c'est mon père. Mon père avait peur. Mon père ouvrier syndicaliste, lui, il avait peur que je manque et que ça marche pas parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc lui, c'est toujours un souci matériel. Alors que ma mère, elle avait la fantaisie de penser que ça allait marcher et que elle m'a toujours dit ouais, continue. Même quand je baissais les bras, elle me dit mais ça va marcher, ça va marcher. Donc je sais que même quand j'avais des gros doutes, j'ai toujours continué en disant si ta mère y croit, tu dois y croire. Mais elle y a toujours cru. Donc aujourd'hui, elle est fière, ça brille dans ses yeux. Et d'ailleurs, partout où je vais, quand elle est dans la salle, je la fais monter sur scène. C'est important. C'est important que les gens sachent. Et elle monte sur scène et elle est contente sur scène. Elle n'a pas peur, ma mère. Tu sais, une fois, elle m'a dit Jean-Philippe, quand je te vois sur scène, je me revois moi quand je faisais du théâtre. Et ça, je trouve ça beau, ces gens. Et je dis et je faisais Bobino à l'époque à Paris. Je faisais une semaine à Bobino. Et je dis maman, tu veux monter sur scène avec moi? J'en ai écrit un sketch ensemble. Je dis et puis je reste à côté de toi si ça va pas. Je vole à ton secours, t'inquiète pas. Elle dit oui. Et on a écrit un sketch ensemble. Elle a écrit son sketch et c'était un sketch sur la difficulté d'une grosse à être sexy en body. Elle a des idées. J'adore ta mère. Elle a entraîné, elle m'a retourné la salle, elle a pas besoin de moi. Donc je sais que je tiens ça d'elle. Et là, j'ai fait une grande salle aussi à Maubeuge, il y avait 1500 personnes, on avait fait un sketch ensemble, elle est montée sur scène, mais elle a pas l'appréhension, elle a pas peur des gens et elle prend... donc non, c'est marrant. Je la vois là, j'ai joué à Lille au Sébastopol, j'ai fait 3 Sébastopol, ma mère était dans la salle, les 3 soirs, et les 3 soirs, je l'ai présenté, et tu la vois se redresser, c'est mon fils. Avec ses copines, c'est mon fils. Je sais, et ça me fait rire qu'elle se délecte de ça. Donc, écoute, avec la vie de merde qu'ils ont eu mes parents, franchement, je suis content qu'ils voient ça de leur vivant. Vraiment. Ben oui, et ton père, bon, il monte pas sur scène, mais il est déjà venu te voir. Il est rassuré. Il est rassuré, il voit que ça marche. Alors qu'il a toujours dit, il faut pas qu'il fasse ça. Il y a personne qui réussit, puis ça marchera jamais, c'est beaucoup de problèmes, et puis il y a rien qui dit que ce qui marche aujourd'hui marchera demain. Tu vois, ça, c'est mon père. Mais maintenant que ça marche, et que je le vois, moi, il me dit rien, mais il y a avec ses amis, il fait, nous, on le savait, on l'a toujours su, hein, nous, depuis tout petit, il faisait rire. Alors, c'était une évidence, tu vois. C'est marrant, aujourd'hui, ils récupèrent un peu les lauriers, mais tant mieux, ils sont contents. Ouais. Ils ont pas déménagé, eux, ils sont restés dans leur maison où t'allais quand t'étais plus jeune, ou ils ont déménagé? Non, ma maison d'enfance, elle est plus là? Non, elle a été vendue aux enchères par les huissiers. C'est une famille qui a toujours eu beaucoup de problèmes avec l'argent. Hein. À la retraite, comme tous les gens du Nord, mes parents, ils ont dit nous, pour nos vieux jours, on va descendre dans le Sud. Bah oui. Ils sont descendus à Fayence, dans la RPI niçois. Ça a duré 2 ans. Ils ont fait une dépression nerveuse, ils sont remontés. Et ils sont remontés dans le Nord, dans leur village. Ils sont mis dans une petite maison avec un plein pied et ils sont bien. Il y a de la gadoue quand il pleut. Mon père, il va au bistrot, il fait ses trucs de syndicaliste et ma mère va faire son club couture et tout va bien. Elle va me faire mon blouson de Madonna, tu vas voir. Ils sont heureux là-bas. Ils n'ont pas du tout supporté le Sud et la mentalité. Bon, on va dire quand même que ton spectacle, même si tu pars un petit peu en vacances, allez hop, on remonte sur scène aux Folies Bergères. Oui, et avant, là, je m'en vais à Montréal. En septembre, je repars aux États-Unis faire 8 dates avec le spectacle et les Folies Bergères en octobre. Ouais. Avec les plumes et tout?
Oui, et puis les bergères même. Mais les bergères. Les Folies Bergères, en plus, ce sera la captation du spectacle, donc je suis content. Ouais, j'aime bien cette salle, elle est belle. Elle est belle. Donc, j'adore. je suis content. Non, il a une belle vie ce deuxième spectacle, mieux que le premier. Donc, je suis content parce que le deuxième, il y a toujours cette épreuve à passer du deuxième. Donc, mais là, les gens m'ont suivi, et la presse aussi, et je trouve qu'il a une jolie vie le spectacle. Donc, je suis content de l'ampleur qu'il a pris. Puis tombé du ciel. C'est Ouais. joli cette. Ouais, c'est un cadeau en fait. C'est une référence à mon univers aérien, mais aussi c'est un cadeau tombé du ciel, tu vois. En tout cas, merci mon petit Jean-Philippe chéri Ah d'amour. bah merci, c'était très agréable, très acidulé. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont rappelé beaucoup de choses agréables de mon enfance. Bah et, oui. Oh mon Dieu, ça c'est quand j'étais tout petit. T'es mignon là. Hein. Ah, oui. Mais là aussi t'es beau hein. Ah bah ça c'est Eh. ma sœur Noël là. Ah là là. Ma sœur Noël. Et moi j'ai toujours ce sourire en coin. Comme ça. Et puis ça c'est avec les hôtesses de l'air dans les postes de repos dans les avions, parce qu'on va dormir dans les avions, on a des couchettes. Hein. Donc c'était dans le 380. Et c'était une bien belle disposition que vous m'avez fait là. T'as vu ça? Oh, c'est comme un album photo hein, finalement. Exactement. Exactement mon chéri. Merci d'avoir regardé la ref avec Jean-Philippe Janssen. On s'est bien marré. Il s'est bien marré. Et j'espère que vous vous marrerez aussi. Allez le voir, abonnez-vous. Dites-nous si c'est bien. Mettez les pouces en l'air, les pouces en bas. Plutôt les pouces en l'air, sinon dégagez. Allez, je vous aime. Je te laisse les crocodiles. Tu veux que je te fasse un petit doggy Je vais là? reprendre, hein. Ouais. Je peux les prendre pour la maison, ça vous Tu peux dérange tout pas prendre pour la C'est maison. les vedettes, c'est ça, on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas le temps de les faire les Bien courses. sûr. Les mets pas tous dans ta bouche. Hein. Merci.